مع قصور باعنا لرئاسة هذه الجلسة الكريمة. وربما لا أطيل عليكم بهذه اللغة، لغة القرآن، لغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومباشرة مع ضيق الوقت نتقدم مباشرة إلى العمل مع هؤلاء الأساتذة الأجلاء والمحاضرون لدخول في هذه الموضوع. Donc vous me permettrez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, juste de tenir quelques propos en guise de remerciement, mais surtout de faire quelques témoignages, rendre un hommage mérité à notre frère, le docteur Cheikh Ahmed Boucar, Omar Moabdi Niang, pour le travail colossal et inlassable qu'il ne cesse d'abattre pour le rayonnement intellectuel et culturel de la Faïda Tijaniya, qui nuit et jour se met au service de cette noble mission que le Khalif a voulu lui confier, mais qui est toujours au service de la mission de son grand-père, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Tout à l'heure, ceux qui nous ont précédés dans les propos ont peut-être tenu à avancer quelques propos, surtout concernant le patrimoine culturel historique de la Faïda. Cheikh Ahmed Boucar, nous le connaissons depuis sur les sentiers de l'école. Il a toujours été quelqu'un qui s'est toujours investi pour le savoir, pour la recherche du savoir, mais aussi pour la transmission de connaissances, et particulièrement celle de la Faïda Tijaniya. Nous ne pouvons que proférer des prières à son endroit, qu'Allah le préserve et le garde, tout comme ses semblables qui sont en train d'abattre un travail remarquable pour le rayonnement de la Faïda. Et ceci parce que nous faisons face à des défis majeurs, des défis internes comme externes de la Faïda Tijaniya. J'en profite d'ailleurs pour revenir un petit peu, pour paraphraser son frère, son aîné, le Saz Babakar Omar Moabdi Niang, qui aussi le précède dans ce travail remarquable. Lorsqu'il avait tenu à développer un thème de ce genre sur les défis internes et externes de la Faïda Tijaniya. Tout le monde sait aujourd'hui les difficultés, les crises majeures que la Faïda fait face, surtout en ce qui concerne les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Il est d'une importance capitale de revenir. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons éditer, traduire les écrits de Maulana Cheikh radiallahu anhu, tout comme par exemple cet ouvrage qu'il vient de produire, qui est le Sayyid al-Qalb que Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, qui faisait partie des derniers recueils de poèmes que Maulana Cheikh a produit. Mais ce qui a attiré mon attention sur cet ouvrage surtout, c'est le fait que le préface que le professeur émérite, le professeur Ousmane Omar Khan, qui est titulaire de chaire à l'université de Harvard University, et tout le monde sait cette prestigieuse université. Lorsqu'un professeur, un titulaire de chaire, tient à faire ce témoignage sur notre frère et ami, comme notre compagnon de route, Saz, le docteur Ahmed Boucar Niang.
dans ce préface, il précise l'importance de la traduction. Tout à l'heure, le frère Seydou Mbaye est revenu là-dessus. Mais avec les difficultés de la traduction, mais surtout que quand il a veillé à traduire ce recueil de Seydou Qalb sous la forme d'une traduction poétique, cela mérite vraiment un grand chapeau. Parmi les diplômes d'honneur qui se décernaient tout à l'heure, je pensais qu'il devait être l'un des premiers à lui être décerné. Très sincèrement, pour ce travail, je ne le dirai jamais assez remarquable qu'il ne cesse d'abattre. Et Oussaz, le professeur Ousmane Omar Kar, dans ce propos, dit que c'est un connaisseur qui parle en matière de traduction. Lorsqu'on voit dans ce préface, c'est qu'il précise que le fait de traduire la difficulté qu'il y a de traduire la poésie, mais surtout quand il s'agit d'un poète qui le fait. C'est un grand poète, malgré sa formation de juriste et son parcours d'historien émérite. C'est un grand poète également, Masha'Allah. Allahumma la adur. Donc ce parterre, donc cette importance de ce symposium, cette 6e édition que nous sommes en train d'organiser. Je dis, c'est une occasion pour, surtout lorsqu'il est question de revenir sur l'empreinte universelle de la pensée et de l'action de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. C'est un thème d'actualité qui vient à son heure. Parce que la nouvelle génération, comme il le disait tout à l'heure, Oussaz Ahmed Boukar, a besoin de cela. Lorsque Cheikh Ibrahim radiallahu anhu disait qu'avec ses multiples déplacements qu'il ne cessait de faire, même à un âge avancé, c'était pour nous laisser un bel exemple. Et cet exemple, sont ces genres d'activités et ce genre de programme phare du Maulid de Medina Baye, qui est le symposium international. Donc, encore une fois, chers frères et amis, Docteur Ahmed Boukar, merci, merci et merci. Donc, nous allons tout à l'heure passer la parole à je ne dirais pas un soldat, mais un général dans la faïda, qui s'est investi depuis des décennies au service de Maulana Cheikh Ibrahim, de ses khulafa, mais aussi au service surtout de Ansar Din, dans tous les sens du terme d'investissement. Je veux parler ici de grand expert comptable, Al-Hajj Ahmed Sam, qui va nous entretenir sur la vision politique et économique de Cheikh Ibrahim. Et je pense que c'est quelqu'un, un homme du Serail, un homme qui est bien placé pour nous apporter des connaissances certaines. Inch'Allah, nous ne faisons que lui passer la parole et lui souhaitant plein de succès et beaucoup de tawfiq. Vous avez la parole. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Monsieur le président de séance, Cheikh Babacar El Hadj Abdoulaye Niass, messieurs les représentants du Khalif, monsieur le président du symposium, Cheikh Ahmed Boukar Niang, honorable guide religieux, fils et petit-fils de Maulana Cheikh Ibrahim, fille et petite-fille de Maulana Cheikh Ibrahim, distingués érudits de Medina Baye et de la Faïda,
Mesdames et messieurs les participants au symposium, chers hôtes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mesdames et messieurs, les représentants des familles des parrains, nos distingués chers El Hadj Ahmed Tall et Cheikh Adama Koundoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour le disciple que je suis un honneur sans borne que d'introduire la réflexion sur la pensée politique et économique de Cheikh Ibrahim Niass en ce début du mois Rabiul Awwal, de ce mois marquant l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'occasion ne pouvait être plus belle de se remémorer la miséricorde divine pour en tirer les enseignements au profit de l'humain. Allah lui annonçait dans la sourate Al-Anbiya « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » comme le récitait notre imam pendant la prière de Maghrib. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Célébrer Sayyidina Mohammed, c'est donc louer la miséricorde divine. Celle-ci, dans les sociétés humaines, s'exprime largement au travers de l'organisation de la cité et de sa gouvernance, mais encore à travers la production et l'échange des biens et services nécessaires à la subsistance. Il n'est donc pas inapproprié de parler de politique et d'économie en cet instant privilégié de célébration du prophète de l'islam. Le thème est d'autant plus approprié que dans de nombreux pays africains de la Oumma islamique, notamment les pays d'Afrique noire, les problèmes de gouvernance politique et économique revêtent la forme de défis existentiels, de véritables défis existentiels, leurs conséquences poussant de nombreux jeunes à s'exiler au péril de leur vie, et nous en savons quelque chose au Sénégal et dans les pays limitrophes. Appréhender cette problématique pour tenter d'en tirer un viatique pour l'humanité me semble être une forme particulièrement appropriée de célébrer Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et j'en félicite très sincèrement et très chaleureusement l'équipe scientifique du symposium. L'islam, projet de société, a dès l'origine développé les principes fondateurs de sa doctrine politique et économique. Ceux-ci, révélés par Allah le Très-Haut, ont été précisés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et mis en pratique par lui de son vivant. Or, le hadith nous enseigne « Al-ulema warisatul anbiya » les savants sont les successeurs des prophètes. En conséquence, le thème du présent exposé nous invite à célébrer la vision politique et économique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le prisme d'un de ses successeurs, au sens du hadith ci-dessus, un lieutenant qui l'a suivi de façon parfaite au point de s'éteindre en lui. Et il le disait dans le vers suivant: lorsque le meilleur des humains marche, je le suis pas à pas, et lorsqu'il s'arrête, je ne bouge plus. Cet illustre ouléma, disciple fidèle et persévérant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est autre que Cheikh Ibrahim Niass. Sa vision étant d'abord celle d'un musulman, il sera nécessaire d'appréhender la conception de la politique et de l'économie en islam avant d'aborder la compréhension qu'en a développé Cheikh Ibrahim Niass et la pratique qu'il en a enseignée. Nous allons donc tenter d'exposer de la politique, de parler de la politique et de l'économie selon l'islam, en rappelant d'abord que la politique est l'art de gouverner une cité ou un État, et elle a trait à tout ce qui concerne l'organisation de la vie en société et la gestion du pouvoir. Or, l'islam, religion prônant la soumission à Allah, est également un projet de société. À ce titre, il ne saurait méconnaître ni se détourner des règles de gouvernance et d'exercice du pouvoir. Historiquement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses premiers khalifes, ont été à la fois guides religieux et
chef d'État, guide spirituel des croyants et chef d'État au sens temporel. Le siège de cette dualité se trouve dans la considération que le pouvoir appartient à Allah seul et qu'il est un dépôt sacré entre les mains du dirigeant, son vicaire, pour conduire les affaires du monde. La politique en islam est donc l'art de conduire les affaires de la cité dans l'intérêt de la communauté, en conformité avec les prescriptions du Coran et de la Sunna. À cet égard, elle ne saurait s'accommoder d'une laïcité qui signifierait exclusion du religieux de la gouvernance du temporel. Quant à l'économie, la loi islamique dans les domaines économiques n'est pas économique au sens d'une étude systématique de la production et de la distribution ainsi que de la consommation de biens et de services. La législation islamique émet des principes relatifs à l'économie. Celle-ci repose sur les objectifs de justice sociale et d'élévation du bien-être du plus grand nombre. Elle doit dans tous les cas s'accomplir dans le respect des principes moraux. Les principes fondamentaux sont l'interdiction du riba, que l'on peut traduire par usure, mais que plus généralement on traduit par intérêt, l'interdiction des jeux de hasard et de la spéculation, l'interdiction de toute activité illicite, la pratique du zakat prélevé pour être redistribué en exécution d'une politique fiscale. Cette interdiction de l'usure des jeux de hasard et de la spéculation induit une rupture entre l'économie réelle et toute forme de spéculation. L'économie au sens de l'islam ne concerne que les activités licites. Le champ du licite au sens de l'islam se superpose avec celui des économies non islamiques, hormis quelques restrictions supplémentaires concernant l'alcool et les produits dérivés, les activités à caractère pornographique et les jeux de hasard. Le soubassement doctrinal de ces restrictions est que l'activité qui, par définition, doit libérer l'être humain des dépendances qui pourraient naître de la pauvreté, ne saurait l'asservir par des addictions liées à des activités nocives. La mise en œuvre de ces principes suppose l'existence d'une puissance publique forte, chargée de veiller à la protection du plus grand nombre et en particulier des démunis. Elle suppose également la mise en œuvre, l'existence d'un secteur privé exerçant librement les activités économiques. La puissance publique, nous l'avons vu, est en charge de la collecte et de la redistribution de la zakat. Elle veille également à l'égal accès des citoyens aux ressources essentielles comme l'eau et l'énergie. Conformément au hadith suivant rapporté par Ibn Abbas, les musulmans sont partenaires dans trois choses: l'eau, la pâture et le feu. La puissance publique doit également veiller à la sécurité alimentaire. Cette fonction de régulation était directement liée à l'action sociale du pouvoir exécutif. Nous aurions dit aujourd'hui la politique sociale. Mais au-delà de cette régulation portant sur les ressources essentielles, l'activité du secteur privé est fortement encouragée sous la forme d'une économie de marché organisée avec des outils de gestion, des règles de droit et une comptabilité à partie double qui lui correspondent. Cette activité marchande a été pratiquée du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a personnellement exercé le commerce et le transport de marchandises qui lui est concomitant. On aurait pu dire que ces activités-là sont donc ont un statut de sunna au sens où elles ont été pratiquées du vivant du prophète, lui-même les a pratiquées. Sur la base de ces principes, des penseurs musulmans ont élaboré des théories qui devaient constituer les bases d'une économie islamique. Nous en citerons quelques-uns. Ibn Khaldoun, dans son Histoire du monde, considère que l'asabiya, cohésion sociale, est la cause de la prospérité ou de la décrépitude des civilisations. Il démontre que la division du travail liée à une cohésion sociale optimale favorise la croissance et le développement qui, à leur tour, stimulent l'offre et la demande. La conjonction de ces dernières détermine les prix des biens. Pour Ibn Khaldoun, le capital humain et la croissance technologique sont des facteurs déterminants du développement économique. Nous verrons que cette théorie développée déjà par Ibn Khaldoun
a été reprise, mais également pratiquée par Cheikh Ibrahim Niass lorsque nous arriverons à la compréhension qu'il a de ces théories économiques. Pour Al-Sadr, le but de l'économie islamique est la recherche d'une plus grande justice sociale et de l'équité dans l'accès aux soins, mais également la défense des classes défavorisées. Se démarquant du capitalisme et du marxisme, il a incité la révolution iranienne dans les années 1980 à ériger un secteur public fort et à octroyer des subventions aux plus défavorisés. Pour Mohamed Oumar Chapra, qui a été l'un des plus grands théoriciens de l'économie au sens islamique, c'est un économiste pakistano-saoudien, il énonce que l'objet de toute économie, qu'elle soit conventionnelle ou islamique, est l'affectation et la distribution de ressources limitées qui permettent des utilisations illimitées. Comme toute économie, l'économie islamique vise donc à gérer la rareté des ressources, sa différence portant sur les moyens mis en œuvre à cette fin. Pour lui, les êtres humains étant responsables devant Dieu doivent prendre en considération les valeurs morales dans l'affectation et la répartition des ressources. Il établit alors que l'économie islamique est fondée sur un paradigme dont l'objectif primordial est la justice socio-économique. Cet objectif prendra racine dans la croyance que les êtres humains sont les lieutenants de Dieu, les vicaires de Dieu, comme disait mon collègue de tout à l'heure, qui est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il comporte. Toutes les ressources à leur disposition leur ont été confiées par lui en vue de leur utilisation de façon juste pour le bien-être de tous, sans exception. Cette approche ne condamne cependant pas l'enrichissement personnel qui, pour un musulman, peut être érigé au rang d'acte de dévotion. Selon Chapra, alors que l'économie conventionnelle a un paradigme de système de marché qui présume que le comportement égoïste sur un marché concurrentiel servirait l'intérêt social, l'économie islamique a un paradigme qui présume que le comportement individuel orienté vers la moralité contribuerait à la réalisation de la justice socio-économique et du bien-être humain général. Au total, alors que la plupart des musulmans considèrent la loi islamique comme parfaite en raison de son origine divine, les essais d'application des théories économiques basées sur l'islam n'ont prospéré que sous la forme peu ambitieuse d'un système bancaire qui évite le recours à l'intérêt. Vous voyez que le système est beaucoup plus profond que cela, mais ce qu'on a pratiqué dans la réalité, c'est simplement un système bancaire qui évite le recours à l'intérêt. Et dans le cadre de son fonctionnement, ce système bancaire a développé des moyens d'utilisation de l'argent sous la forme d'investissements éthiques grâce à l'utilisation de transactions bancaires pour atteindre des résultats similaires au système de l'intérêt. On a donc, sans pratiquer l'intérêt, copié le système de l'intérêt dans le système bancaire dit islamique. Sous cette forme édulcorée, la finance islamique a été mise en œuvre dans de nombreux pays, y compris des pays non musulmans. Son poids dans le monde, mesuré par l'encours financier des actifs islamiques, est de près de 5 000 milliards de dollars en 2025. Son poids dans le monde, mesuré par l'encours financier des actifs islamiques, est de près de 5 000 milliards de dollars en 2025. Il représente environ 2% de la finance mondiale. Les principes exposés plus haut, tirés du Coran et de la Sunna, ont inspiré Cheikh Ibrahim Niass toute sa vie durant. Nous pouvons donc nous appesantir sur la vision de Cheikh Ibrahim, aussi bien du point de vue politique que du point de vue économique. Compte tenu de sa posture de musulman et de son souci constant de conformité avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Cheikh Ibrahim Niass ne pouvait que développer une vision politique et économique qui soit dans la continuité de celle de son maître, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette vision peut être appréhendée à travers des sources diverses. Ses écrits, les documents vocaux de ses prêches et causeries, l'abondante littérature le concernant, notamment sa biographie selon plusieurs auteurs,
et les rapports de l'administration coloniale. Elle a été confirmée par les témoignages de ses contemporains. Elle s'est également traduite dans l'action qu'il a développée de son vivant et dans celle de ses successeurs jusqu'à ce jour. Elle continue encore à inspirer les associations qui se réclament de son école, dont la Jamiatou Ansaruddin, le Fonds Medina Baye et l'Union islamique africaine. Les sources écrites de cette vision ont été abondamment documentées dans l'excellent ouvrage de Cheikh Ahmed Boukarnian et Ahmed Oucham, L'empreinte universelle dans la pensée et l'action de Cheikh Ibrahim Niass. Que les auteurs soient remerciés pour le caractère éminemment scientifique de leurs travaux. En matière politique et diplomatique, appréhender la vision de Cheikh Ibrahim Niass en matière politique peut sembler une gageure, l'homme n'étant pas un homme politique au sens politicien du terme. Il ne se mêlait pas personnellement des compétitions pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Cependant, le guide spirituel qu'il était se doublait d'un homme du monde soucieux de promouvoir les valeurs de l'islam dans son pays et bien au-delà. C'est ainsi qu'il soutenait fermement les courants politiques et les hommes qui les incarnaient, les courants politiques et les hommes qui incarnaient le mieux ces valeurs de l'islam. Ces valeurs sont la parfaite soumission à Allah et le respect des préceptes de l'islam. Elles prônent d'œuvrer en harmonie avec toute la création et d'utiliser les richesses du monde qui sont un don d'Allah pour le bien du plus grand nombre de ses créatures. Elles traduisent la mission initiale de la prophétie, la miséricorde divine à l'endroit de l'universel. Illa rahmatan lil alamin. Ainsi, le soubassement de sa vision est la conception d'un monde soumis à un souverain unique et l'approche universaliste, comme le démontrent les sources déclinées plus haut. Les postures et actes suivants en sont la parfaite illustration. Dès 1958, à l'approche de l'indépendance des pays d'Afrique francophone, alors qu'il était question de concevoir et de modeler leur identité à travers leur constitution, Cheikh Ibrahim formulait déjà son opinion sur cette question fondamentale. Au sein du Conseil supérieur des chefs religieux, il réclamait que 40 des 80 sièges de députés soient réservés à des représentants qui seraient désignés par les chefs religieux. Il confiait à un de ses disciples proches de ces dossiers que si une telle recommandation n'était pas prise en compte, les chefs religieux n'auraient à l'avenir aucune influence dans la conduite des affaires du pays. Sans doute insuffisamment comprise par ses coreligionnaires, cette position fut écartée au nom de la laïcité de l'État. Un premier hiatus majeur venait d'intervenir entre la légalité des fondements de l'État et la légitimité dont elle aurait dû procéder. Cette contradiction majeure poursuit l'État du Sénégal jusqu'à ce jour, l'obligeant à solliciter le soutien des chefs religieux à chaque fois qu'intervient une crise sociale majeure. Bien que sa vision originelle d'une prise directe sur le pouvoir législatif ne prospéra pas, Cheikh Ibrahim continua à marquer de son empreinte la gouvernance politique du Sénégal. Le 14 décembre 1963, il adressa au président Léopold Sédar Senghor une correspondance dans laquelle il proposait la création d'un conseil supérieur islamique au sein duquel des oulémas et des guides religieux se prononceraient sur des questions d'ordre religieux. Par ses avis, le conseil assisterait le gouvernement dans la prise de décision en matière islamique. Cette suggestion demeura sans suite, le gouvernement se réservant la possibilité de consulter les chefs religieux de façon ponctuelle à chaque fois qu'il le jugeait opportun. Lorsqu'une telle consultation lui était adressée, Cheikh Ibrahim y donnait suite positivement. Ce fut le cas au moment de la rédaction, au début des années 1970, du Code de la famille. M. Ousmane Seck, alors ministre du Plan, qui participait aux travaux, nous a livré le témoignage du rôle prépondérant que joua Cheikh Ibrahim Niass dans la prise en compte de la législation islamique en matière familiale.
C'est le cas pour l'héritage, c'est le cas pour tout ce qui concerne le mariage. Et jusqu'à présent, vous avez dans le Code de la famille du Sénégal, c'est la prise en compte de ces préceptes de l'islam, de la législation islamique. Pour les musulmans, c'est ce qui s'applique. Cette défense des valeurs de l'islam, dans le cadre de cette défense des valeurs de l'islam, Cheikh Ibrahim Niass continua d'apporter son appui aux forces politiques qui, à son avis, incarnaient ces valeurs. Ainsi, en 1959, il apporta son soutien à Serigne Cheikh Tidiane Sy Dit Al Maktoum, fondateur du Parti pour la solidarité sénégalaise, et adressa un courrier aux musulmans leur demandant de soutenir ce parti. Son soutien a également été apporté aux hommes politiques Lamine Gueye et Mamadou Dia. Le 26 septembre 1973, dans une correspondance au Premier ministre Abdou Diouf, il invoque un arrêt de la Conférence mondiale des érudits de l'islam interdisant la représentation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par film, image ou dessin, et il sollicite que de telles profanations ne se produisent pas sur le territoire de la République du Sénégal. En appui à sa vision politique, Cheikh Ibrahim Niass fonda en 1958-1959 le journal L'Afrique musulmane. Il s'agissait, ce faisant, d'œuvrer à la diffusion des idéaux islamiques et à la promotion de la culture ainsi que des valeurs musulmanes en Afrique. À cet ancrage dans les valeurs de l'islam s'ajoutait un penchant nationaliste certain, doublé de panafricanisme. Ainsi, le 5 janvier 1960, en réplique à Monseigneur Lefebvre, évêque de Dakar, Cheikh Ibrahim proclamait que le gouvernement des étrangers était désormais révolu et que l'Afrique appartenait dorénavant aux Africains. À l'international, Cheikh Ibrahim joua un rôle décisif pour le retour du souverain du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, de son exil à Madagascar. Il entretint une solide amitié avec Gamal Abdel Nasser, défenseur des causes arabes et islamiques. Il démontra une vision universelle du monde, illustrée par son ouverture envers de nombreux dirigeants comme Brejnev, De Gaulle, Roosevelt. Il a surtout apporté son soutien de tous les instants au président du Ghana, Kwame Nkrumah, dans son combat pour le rassemblement des pays africains sous une bannière unique. Il a enfin soutenu le président Gowon du Nigeria dans son combat contre la partition de son pays pendant la guerre du Biafra. Pour finir, nous ne saurions passer sous silence le caractère éminemment pacifique de sa vision politique, dont la meilleure illustration est son plaidoyer pour un monde sans bombe atomique à la conférence d'Accra du 21 au 28 juin 1962. Au total, la vision de Cheikh Ibrahim Niass en matière politique, telle qu'elle ressort de ses écrits et de ses paroles, et de ses actes, peut être résumée ainsi: primauté de la soumission à Allah et profond enracinement dans les valeurs de l'islam et de la sagesse africaine. Patriotisme, panafricanisme, ouverture à l'universel, mais également quête permanente de la paix dans le monde. En matière économique, le fondement doctrinal de l'action économique de Cheikh Ibrahim est celui développé ci-dessus sur la base des prescriptions du Coran et de la Sunna. En particulier, il rappelait à ses disciples le verset 8 de la sourate Al-Anbiya, et nous n'avons pas fait d'eux des corps qui ne mangent pas la nourriture, et ils ne sont pas éternels. Mettant en pratique l'injonction divine sous-jacente, Cheikh Ibrahim accordait une grande importance à l'activité économique. En particulier, il développa une intense activité agricole dans les domaines de Taïba Niassène, Kossi, Niassène, Keur Madiabel, Passy et Keur Yoro. Cette activité s'est exercée au sein d'entités économiques ayant le statut juridique de société de capitaux, mais surtout de coopératives à la faveur de la loi du 10 septembre 1947. Le souci de l'égalité qui sous-tend cette action
est illustré par la formalisation des entités qui constituaient le lieu d'exercice de son activité économique, par l'immatriculation des terres également, dont certaines sous la forme de titres fonciers, et par la tenue rigoureuse d'une comptabilité et d'état financier subséquents. Nous pouvons citer parmi les principales entités qu'il a fondées à ce titre la Société agricole commerciale et industrielle du Sine Saloum, déjà sous la forme de SARL, Société à responsabilité limitée, en 1948, également la Mutuelle agricole du Sine Saloum, mais encore la COMAS, Coopérative mutuelle agricole sénégalaise. Au sein de cette coopérative évoluaient plusieurs structures dans le secteur agricole et des activités rurales, mais également dans le secteur du transport. En appui à cette instance d'activité, Cheikh Ibrahim préconisait la création de madrasas dans lesquelles l'enseignement des sciences religieuses serait combiné à une formation pratique, de sorte à favoriser l'émergence d'un capital humain éduqué et formé. À la fin des années 1950, le journal Paris-Dakar le présentait déjà comme l'un des plus grands producteurs agricoles du Sénégal, sinon le plus grand. Au total, de l'analyse de ces activités, il se dégage une volonté de coopération et de solidarité en lieu et place d'une démarche capitaliste traditionnelle. Il apparaît également une constante recherche d'autosuffisance alimentaire et d'indépendance financière. Le caractère avant-gardiste de cette vision peut être apprécié à l'aune du constat suivant. Plus de 75 ans après la création de la COMAS, et c'était il y a trois mois, le gouvernement du Sénégal, au cours du Conseil interministériel du 15 avril 2025 sur la campagne agricole, affirmait que l'absence de reconnaissance formelle de certaines interprofessions et coopératives était source d'affaiblissement de la structure organisationnelle de ces chaînes de valeur agricoles. Cheikh Ibrahim a également créé une agence de voyage chargée d'organiser le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et, nous le signalions plus tôt, un organe de presse. Au total, la vision économique de Cheikh Ibrahim Niasse, à l'examen de son œuvre écrite et orale et de ses actes, peut être résumée comme suit. L'action économique n'est pas un but absolu. Elle vise à fournir les moyens de subsistance et d'accomplissement des actes de dévotion. L'activité économique doit conduire à l'autosuffisance alimentaire et à l'indépendance financière. Il est souhaitable qu'elle revête la forme d'une économie solidaire et qu'elle profite au plus grand nombre. Le capital humain étant au cœur du processus, il convient d'accorder une place particulière à l'éducation et à la formation. Enfin, l'activité doit rester réceptive aux évolutions technologiques. L'activité économique de Cheikh Ibrahim Niasse, qui découle de la compréhension qu'il avait de celle préconisée par l'islam, a été continuée par ses successeurs après lui. Ainsi, la vision politique et diplomatique de Cheikh Ibrahim a inspiré l'action de ses successeurs, au premier rang desquels ses khulafa, le Khalif Cheikh Alioune Cissé, le Khalif Cheikh Abdallah Ibrahim Niasse, le Khalif Cheikh Ahmed Dam Ibrahim Niasse, le Khalif Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niasse, et aujourd'hui le Khalif Cheikh Mohamed Mahi Niasse qui s'est engagé dans la renaissance du domaine agricole de Taïba Niassène sous la forme de Tolbaï. Par ailleurs, Cheikh Mohamed Mamoun Ibrahim Niasse, fils et muqaddam de Cheikh Ibrahim, a été un éminent homme politique sénégalais. Il se plaisait à rappeler qu'il s'adonnait à la politique sur instruction de son père et maître. Cette activité, nous disait-il, doit se conformer strictement aux valeurs de l'islam. En particulier, elle pratiquera en toutes circonstances le culte de la vérité. La vision de Cheikh Ibrahim constitue également la source d'inspiration des organisations qui se réclament de son école, en particulier la Jamiatou Ansaroudine, le Fonds Medina Baye et l'Union islamique africaine. S'agissant de la Jamiatou Ansaroudine, elle a été refondée en février 2012 et, à l'instar de son fondateur, elle s'est abstenue d'effectuer des activités politiques au sens politicien. En revanche, elle a accompli des actes politiques au sens de construction de la cité en conformité avec les valeurs de l'islam.
Son programme économique a vocation à s'exercer sur toute l'étendue du territoire national. Elle assiste ses membres dans leurs actions d'appui à l'éducation et à la diffusion du savoir, mais encore de promotion d'activités économiques. Ainsi, elle a apporté son concours à plusieurs milliers de projets dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Elle a encore initié des activités de reboisement et de protection de l'environnement. Le Fonds Médina Baye constitue un levier financier au service des actions de la communauté de son fondateur. Il a ainsi réalisé ou réhabilité de nombreuses infrastructures à caractère éducatif et culturel, ainsi que des structures de santé. Il a également entrepris des actions de solidarité avec les démunis. L'Union islamique africaine exerce une action diplomatique de haut niveau en vue de la promotion de la paix entre les peuples par le dialogue. Cette action prend la forme d'organisation de colloques et de séminaires. C'est dans ce cadre qu'elle a noué un partenariat avec la Ligue islamique mondiale en août 2022. Pour finir, nous avons exposé la vision politique et économique de Cheikh Ibrahim. Il faut en tirer des leçons et c'est le viatique que nous proposons pour le futur. Et nous dirons à ce titre que Cheikh Ibrahim nous rappelle que l'intention qui sous-tend l'action politique et économique est d'accomplir un acte de soumission à Allah à travers la satisfaction des besoins de ses créatures. Et en ce sens, la politique comme l'activité économique sont un acte de dévotion. À la base de cette action sont l'éducation et la formation. En effet, le capital humain est le facteur principal et déterminant de l'activité économique. Mon collègue Mbaye disait tout à l'heure, introduisait tout à l'heure le livre par lequel Cheikh Ibrahim nous présente, nous enseigne la primauté du savoir. Les formes juridiques des entités sont conformes avec la pratique d'une économie solidaire. La forme coopérative est particulièrement recommandée. La propriété privée est admise, mais elle ne doit pas conduire à une augmentation de richesse en vue de leur thésaurisation. Au contraire, celles-ci doivent permettre une redistribution efficace au profit du plus grand nombre. Cheikh Ibrahim nous invite à prendre notre destin en main, car personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il insiste sur l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Cette importance nous a été démontrée par la pandémie à Covid-19 dans les années passées. La prise en compte de ces leçons pour le futur nous permettra de juguler les fléaux de notre temps et de notre espace que sont la misère et l'ignorance. Vous avez raison, cher Babacar, nous avons de nombreux défis, mais ces défis sont à la base liés à l'ignorance et à la misère. Si nous réglons ces problèmes-là, je pense que nous aurons résolu une grande partie de nos problèmes. La prise en compte de ces leçons pour le futur nous permettra de juguler les fléaux de notre temps et de notre espace que sont la misère et l'ignorance. L'éducation est le remède contre l'ignorance. Le travail et le développement économique sont l'antidote contre la misère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Maulana El Hajj Ahmadou Samb, qui, je le rappelle, est un expert.